Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette première édition de la journée. Le président de la République entame aujourd'hui un périple de 10 jours en Europe. Ibrahim Boubacar Keïta ira à Paris, Bruxelles et Berlin. Le point d'orgue de cette tournée européenne du chef de l'État sera la participation au sommet de l'Élysée pour la paix et la sécurité en Afrique. Plusieurs entretiens sont prévus entre le président et les dirigeants européens. Ibeka prononcera également un discours devant le Parlement européen à Strasbourg lors d'une séance solennelle. Le point avec nos envoyés spéciaux Oumar Moussa Traoré et Idrissa Traoré. C'est un véritable périple qui sera certainement mené au pas de charge que le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, s'apprête à entamer en France, Belgique et Allemagne. Dès son arrivée à Paris, le chef de l'État démarre son programme de visite par une série d'échanges avec les autorités du Parlement français avant d'animer des conférences. Le point d'orgue du séjour présidentiel à Paris sera la participation du chef de l'État au sommet de l'Élysée pour la paix et la sécurité en Afrique, en compagnie de son homologue français lors de la rencontre et de plus d'une trentaine de présidents africains. Une cinquantaine de pays africains sont invités à ce sommet, ainsi que les dirigeants des institutions européennes, le secrétaire général des Nations Unies et les présidents des organisations régionales africaines. Ce sommet sera centré autour de 3 thèmes discutés dans 3 sessions: paix et sécurité, partenariat économique et développement, et enfin, changement climatique. Le concept de paix et de sécurité en Afrique est perçu comme un enjeu majeur pour la sécurité collective de toute la communauté internationale. L'économie et le développement constituent également des problématiques directement liées à celles de la sécurité et de la paix. Le développement et la croissance en Afrique sont essentiels pour la stabilité des États. Après l'étape de la France, le président Keïta entame une visite à Bruxelles avant d'avoir des échanges avec les autorités de l'Union européenne. L'un des temps forts de cette étape sera l'important discours que le chef de l'État prononcera devant le Parlement européen lors d'une séance solennelle. Enfin, la 3e et dernière étape de ce périple européen du président Keïta est consacrée à l'Allemagne. Des rencontres sont prévues avec les autorités allemandes. Le chef de l'État rencontre tour à tour la chancelière allemande Angela Merkel, le président de la République fédérale d'Allemagne, ainsi que des parlementaires allemands. Cette étape allemande, qui mettra fin au périple européen du chef de l'État, sera bouclée par une rencontre avec des ambassadeurs africains en poste en Allemagne. Nul doute que le chef de l'État mettra ce périple européen à profit pour convaincre les partenaires de tenir la cadence de leur bienveillance à l'égard de notre pays. Le Mali s'achemine vers la création d'un fonds national de lutte contre le VIH-Sida. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a demandé au gouvernement de travailler dans ce sens. C'était hier matin lors de la cérémonie de lancement de la Journée mondiale de lutte contre le sida. Pour la période 2013-2017, le Haut Conseil national de lutte contre le VIH aura besoin de plus de 200 milliards de francs CFA pour mener à bien ses activités. Un reportage de Amadou Sankari. Depuis 1 an maintenant, c'est la thématique des 3-0 qui a été retenue par l'ONU-SIDA pour attirer l'attention des uns et des autres et surtout des décideurs sur la nécessité de renforcer la lutte contre cette pandémie. Avec l'objectif 0 nouvelle infection au VIH, 0 discrimination, 0 décès liés au sida. Ici, au Mali, des efforts ont été faits dans ce sens et les chiffres sont suffisamment révélateurs puisque entre 2001 et 2012, le taux de prévalence a reculé de 6 points, soit de 1,7% à 1,1%. Les résultats obtenus sont les suivants. Dans le domaine de la prévention de la transmission mère-enfant du VIH, 309 sites fonctionnels ont été recensés sur 368. Les nouveaux-nés de mères séropositives et ayant reçu les ARV au nombre de 234 ont été testés à l'âge de 18 mois. Ce test a donné 221 séronégatifs, soit un taux de séronégativité de 94%. Permettez-nous de proposer quelques actions d'envergure à entreprendre. Réhabiliter les centres de soins ainsi que les sièges des associations de personnes vivant avec le VIH au nord du Mali. Améliorer la qualité de la prise en charge et le suivi biologique des malades.
renforcer les organisations communautaires, y compris les associations de personnes vivant avec le VIH, redynamiser les actions de prévention avec des messages de nouvelle génération qui prennent en compte le post-conflit et qui portent également espoir. Le Haut Conseil pour la période 2013-2017 aura besoin de plus de 250 milliards de francs CFA. Plus de 83 milliards ont été obtenus auprès des bailleurs de fonds. Le Mali pourra-t-il atteindre l'objectif de 3-0? La mission serait difficile, extrêmement difficile, mais elle n'est pas impossible, Monsieur le Président. Nous ferons notre part d'effort pour y arriver. Mais si ce n'est pas le cas, on peut dire que les moyens ont manqué, mais pas la volonté. Car notre volonté de positionner le Mali parmi les meilleurs élèves de la classe en Afrique ne faiblira jamais. Avec l'appui bien sûr des partenaires, le Mali pourra compter parmi les pays ayant atteint l'objectif numéro 6 du millénaire pour le développement, qui est celui d'enrayer la propagation du sida d'ici 2015. Nos respectueuses félicitations encore, Monsieur le Président, pour la finalisation du Fonds mondial de lutte contre le sida au Mali, dont nous espérons qu'il permettra au nouveau cadre stratégique national de mettre en œuvre de façon efficace et de manière efficiente les ressources disponibles. En réponse aux nombreuses demandes de création d'un Fonds national de lutte contre le sida, le président de la République marque son adhésion à cette initiative et va plus loin. J'invite le gouvernement à tout mettre en œuvre pour maintenir et renforcer les résultats obtenus en matière de lutte contre le sida et d'autre part, à faire adopter très rapidement la loi sur la création du Fonds national de lutte contre le sida. Notre pays vient de connaître l'une des plus graves crises de son histoire. On l'a dit à satiété. Les autorités nationales prendront toutes les dispositions requises pour alléger la souffrance des personnes durement éprouvées par cette crise. Aux malades du VIH-Sida vivant dans les régions anciennement occupées, aux malades déplacés dans les autres régions du Mali ou à l'extérieur, je voudrais ici manifester notre soutien indéfectible. Nous ne les oublions pas. Pour le chef de l'État, la lutte contre cette pandémie doit se faire d'abord et surtout au niveau individuel. Le combat contre le VIH se mène au quotidien. Il est avant tout une lutte au niveau individuel, avant d'être une lutte collective. Les sketchs merveilleux présentés aujourd'hui ont montré combien chacun est interpellé à son niveau. Oui, le gouvernement du Mali peut créer beaucoup de centres de santé, acheter des équipements et des médicaments, assurer la gratuité des soins aux malades, mais l'État ne pourra jamais se substituer aux citoyens lors de la prise de décision telle que se protéger, faire son test de dépistage, prendre ses médicaments ou respecter simplement les droits des malades du sida. Le Mali prendra toutes les dispositions requises pour protéger et renforcer les acquis techniques et institutionnels, car ce sont ces résultats qui serviront de socle à l'atteinte des 3-0. Le chef de l'État a saisi cette occasion pour lancer le nouveau site web du Haut Conseil national de lutte contre le sida avant de visiter les différents stands de dépistage installés pour la circonstance. Restons toujours avec les activités du 1er décembre, journée de lutte contre le sida. CAI a fait son bilan. Il ressort que dans la région, ce sont plus de 2400 personnes qui sont infectées par le VIH, dont plus de 1400 femmes. Ces malades sont tous sous traitement antirétroviral. Comment s'effectue la prise en charge de ces malades du VIH? La gratuité des médicaments est-elle vraiment une réalité? Pour en savoir plus, une équipe de l'ORTM CAI s'est rendue dans 2 centres de prise en charge de la maladie. L'équipe était dirigée par Kansoutou Kanouti. Depuis 1999, on a notifié au niveau de l'hôpital régional Foussendao de CAI 2964 patients infectés par le VIH.
De cette date à nos jours, 1864 patients ont été initiés aux antirétroviraux. Et sur ces 1864 malades du VIH, il n'y a que 1154 qui suivent régulièrement le traitement. La prise en charge se fait à 2 volets, qui sont entre autres le bilan biologique, la charge ou une exploration du foie et des reins est obligatoire. Selon le protocole national, si le taux de CD4 est supérieur à 350, ça veut dire que le malade doit être obligatoirement sous traitement, même s'il ne présente pas de maladie. Et l'autre partie, c'est la prise en charge, c'est-à-dire le traitement. Le traitement, ça, c'est les ARV. On donne les ARV aux malades et les ARV sont gratuits. Nous sommes ici à l'USAC créé par Arcade Sida en septembre 2011. C'est une unité de soins, d'accompagnement et de conseil. Dans leur centre, ce sont 1088 personnes qui ont été dépistées cette année et parmi ce lot, 156 ont été déclarées positives, 112 ont été mises sous ARV, 315 patients sont pris en charge depuis le 30 octobre 2013. On a 2 types de dépistage. Il y a d'abord les dépistages volontaires. Là, les personnes peuvent venir d'elles-mêmes se faire dépister. Ou bien souvent, c'est les praticiens. Quand ils arrivent, on se rend compte de la nécessité de s'ils acceptent, on fait le test. Mais également, nous avons d'autres équipes qui sont sur terrain donc pour dépister certains groupes, notamment les routiers et les professionnels de SEG, etc. Au niveau de l'hôpital régional, 3 médecins sont à la disposition des adultes, un gynécologue pour suivre les femmes enceintes infectées par le VIH et un pédiatre pour les enfants atteints de cette maladie. L'expérience de vie de plusieurs malades du sida a beaucoup augmenté grâce au traitement avec les ARV. La circulation a beaucoup diminué grâce aux associations des personnes vivant avec le VIH. Parce qu'il y a des personnes vivant avec le VIH qui font le témoignage à visage découvert. Donc ça fait que la circulation a beaucoup diminué. Si la prise en charge des malades vivant avec le VIH se poursuit normalement, si la stigmatisation des patients infectés a été réduite grâce aux sensibilisations dans les milieux urbains et ruraux, il y a des difficultés à souligner. Nous ne disposons pas assez de salles pour mener toutes nos activités. Une autre difficulté, c'est par rapport au suivi biologique de nos patients. Et l'autre difficulté, les gens n'ont pas compris cette histoire de VIH. Ils n'acceptent pas de se faire dépister. Madame Traoré Awanjai, séropositive et conseillère à l'USAC Arcade Sida, a bien voulu témoigner à visage découvert sur la gratuité des ARV, la stigmatisation des malades et le dépistage. Né depuis 2002. Mais à quelle difficulté il y a parce que il y a quelle sababu quand la premier mariage tient ka dinani tombolo. Donc on va rendre encore au Tchoukouniala parce que ni tiens ma c'est qu'on a une femme à Koula mais on va rendre la fou moi vraiment ni nga sur le zifo moi ni à quel fait aucun katla kan fou ka dingeli soro fana ka viachitona. Selon le chargé de suivi et évaluation VIH, Modi Sidibé de la Direction régionale de la santé, dans la région de Caille, ce sont 2409 personnes qui sont infectées par le VIH, soit 753 hommes, 1488 femmes et 168 enfants à la date du 3e trimestre 2013 et ils seraient tous sous ARV. Santé toujours, plus de 18 250 enfants âgés de 0 à 59 mois dans la région de Kidal recevront leur dose de vaccin contre la poliomyélite. Le lancement de la campagne de vaccination a regroupé à Kidal autorités régionales, personnel de santé, représentants de communautés et de plusieurs enfants au centre de santé de la localité. 45 équipes de vaccinateurs feront le porte-à-porte pour atteindre la totalité des enfants ciblés. L'OMS a mobilisé plus de 20 000 doses de vaccins pour la circonstance. Un reportage de Tchemogo Sagara. La poliomyélite est une maladie invalidante. Fort de ce constat et pour protéger tous les enfants contre ce mal, le Mali et ses partenaires organisent des campagnes de vaccination. À Kidal, pour ce second tour des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite, plus de 18 250 enfants âgés de 0 à 59 mois de la région recevront leur dose de vaccin contre cette maladie invalidante. Dans l'Adra des Iforas,
Les parents sont conscients de la pertinence de ces journées de vaccination. La vaccination, elle a remarqué que depuis elle a commencé à faire vacciner ses enfants, les maladies, même si c'est le cas, ils ne font pas les signes comme les autres enfants qui n'ont pas été vaccinés. Bon, et puis elle conseille les autres femmes d'amener leurs enfants pour la vaccination. Selon elle, ce ne sera pas comme les enfants qui n'ont jamais été vaccinés, même s'ils font la maladie, ils ne feront pas exactement la gravité comme ceux qui n'ont jamais été vaccinés. C'est l'hypothèse contre beaucoup de maladies aussi. Au total, 90 vaccinateurs répartis en 45 équipes sillonneront villes et campagnes pour atteindre l'ensemble des enfants ciblés. Pour ce second tour, l'Organisation mondiale de la santé a mobilisé 20 150 doses de vaccins contre la poliomyélite. Cette activité a requis l'adhésion de la communauté de Kidal. La population de Kidal, c'est vraiment qu'elles sont contentes et le fait que sont venus nombreux, ça démontre vraiment qu'ils sont vraiment très contents de ces deuxième tour de vaccination. Donc c'est vraiment les gens, ils sont très motivés pour vacciner les enfants. Cette campagne qui dure 4 jours sur toute l'étendue de la 8e région a été lancée au centre de santé du quartier Aliou en présence des représentants de l'ONG Médecins du Monde Belgique. Culture à présent, la médiathèque de Médina Koura accueille depuis samedi et ce jusqu'au 31 janvier 2014 une exposition inédite dénommée Mali Moto. Le projet est initié par Balanis pour fêter les 2 ans de la galerie Médina en face de l'ESICA. L'objectif de cette exposition est d'inviter les scientifiques, les designers ainsi que les politiques à une réflexion approfondie sur cet engin à 2 roues en vue de créer un jour, pourquoi pas, une moto propre aux Maliens. Notre reporter Molibo Soiré a assisté au vernissage de l'expo. Voici son compte rendu. La moto est un véhicule à moteur doté de 2 roues monotraces inventé en 1868 par le français Louis-Guillaume Perreux. La Médina Galerie est un espace culturel qui a 2 ans. Et c'est justement pour fêter cet anniversaire que Balanise et ses partenaires ont lancé ce projet baptisé Mali Moto. Un projet qui fait suite à un appel à candidature à l'intention des artistes, dessinateurs, photographes, peintres, designers, étudiants des écoles d'art et bien d'autres pour s'inspirer de la thématique Mali Moto afin de réaliser des créations artistiques. La moto est un véhicule qui a 2 roues. Donc on a fait une réflexion 2 ans de la Médina, les 2 roues. C'est de là que le concept est venu, quoi. Moi je ne savais pas que les barons de l'USRDA, la Première République, roulaient en Solex. Il y a énormément d'histoires. Donc la moto n'est qu'un prétexte avec le rétroviseur pour qu'on retrace l'histoire du Mali. Vous savez que Yaoundé 72, c'est des Solex qu'on a offert aux aigles. L'exposition Malimoto est le résultat d'un trimestre de travail artistique et de recherche auprès de collectionneurs et autres conservateurs de cet engin à 2 roues. Tout un symbole. Je ne suis pas pris par la mode. Que ce soit les habits ou les appareils, je garde toujours. Démarrer, accélérer, enfler, passer à la vitesse supérieure, freiner était donc le maître mot de cette expo qui réunit une vingtaine de photographes et vidéastes à travers des œuvres qui nous rappellent bien des choses. Depuis des indépendances jusqu'à aujourd'hui, toutes les motos qui sont sorties, tu trouveras ça au Mali. Si Malik Sidibé et Sungalo, on travaille sur des Solex, des Kamiko, moi je travaille sur des Jakarta, ça c'est notre époque. De la moto Solex en passant par la Kamiko, la Vespa jusqu'à la Jakarta d'aujourd'hui, cette exposition se veut un espace de réflexion sur la création d'une moto made in Mali. Une expo qui nous permet aussi de rétrograder pour faire un clin d'œil sur le rétroviseur pour revisiter l'histoire du Mali à travers la moto à 2 roues. Des artistes formidables qui ont un coup d'œil très pertinent sur cette fresque historique et puis qui prennent des initiatives assez osées. On a vu aussi la reprise coloriée de certaines carcasses par des étudiantes de l'INA. En venant visiter ces magnifiques photos, je suis convaincu qu'il y a beaucoup de personnes qui se plongeront dans leur histoire et ça permettra aux jeunes générations de savoir ce qui s'est passé avant les Jakarta. C'est une exposition très intéressante.
Alors, pour une bonne balade à moto, je vous propose de faire un petit tour du côté de la galerie Médina pour satisfaire votre curiosité en visitant l'exposition Malimoto jusqu'au 31 janvier 2014. Les SOFA de la République poursuivent leur campagne de sensibilisation de la population sur l'opportunité de participer au vote. À cet effet, ils ont organisé samedi soir un concert géant gratuit au stade Abdoulaye Makoro Sissoko de Kaï. Plus de 2 heures de concert ont permis aux SOFA ainsi qu'à certains rappeurs de la place d'édifier le public venu nombreux sur les rôles et missions d'un député au cours de son mandat électif. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la campagne Ma carte d'électeur, mon arme. Le concert a été précédé d'une conférence débat sur le thème Jeunesse et élections. Mahamadi Alioubari. Ce concert gratuit des SOFA de la République à Kaï s'inscrit dans le cadre de la campagne Ma carte d'électeur, mon arme. Il vise à sensibiliser les citoyens sur l'utilité de participer au vote. Les jeunes de la cité des rails sortis nombreux trouvent que ces arts d'action doivent être multipliés et soutenus par nos autorités à la veille des scrutins, afin d'encourager les électeurs à accomplir leur devoir civique. Si l'on sait que le cercle de Kaï n'a enregistré que 36,39% comme taux de participation au premier tour des élections législatives. Moi, je pourrais demander à tous les Maliens vraiment de saluer l'initiative des SOFA de la République pour que chaque Malien cherche vraiment à savoir quel député, ce qu'il doit faire un député, c'est-à-dire dans sa localité et dans le Mali en particulier, quoi. Pendant plus de 3 heures d'horloge, dans un stade plein à craquer, les SOFA de la République et d'autres rappeurs de Kaï, à travers chants et danses et jeux d'animation, ont émerveillé le public, tout en lui expliquant les rôles et missions d'un député au cours de son mandat électif. D'où cet appel de Master soumis à l'endroit de la jeunesse kaïsienne. À l'endroit de toute la jeunesse du Mali, plus particulièrement de la capitale des rails. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'asseoir au gré et dire que le vote, c'est une affaire des politiciens, etc., mais il faut se mettre en tête que ces députés-là vont aller te représenter au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau des institutions de la République. Donc, en disant que toi, ce n'est pas ton affaire, c'est comme si, tu es en train de te démarquer de la construction de ton avenir. Auparavant, les SOFA avaient animé une conférence débat au cours de laquelle ils ont fait une brève présentation de leur groupe, du rôle qu'ils jouent dans la consolidation de la paix et de la démocratie. Après Kaï, les SOFA de la République se rendront à Sigassou, signalant que l'ambassade des États-Unis est le seul partenaire financier des SOFA. La restauration des sites historiques et la conservation des reliques des anciens rois et guerriers est une préoccupation en 4e région. C'est ainsi qu'un projet a permis de restaurer les 7 vestibules de Biton Koulibaly depuis 2009 à Sekoro. Ce village historique est aussi le symbole de la tolérance religieuse, toutes choses qui ont motivé le déplacement à Sekoro d'une de nos équipes de reportage dirigée par Chekmar Sangari. Reportage. La version restaurée du palais royal de Biton Koulibaly est un joyau architectural qui comporte 7 vestibules. Le chiffre 7 n'a pas été choisi au hasard. Biton avait une considération pour la femme. C'est pourquoi il a demandé d'ajouter aux 3 vestibules du départ 4 autres, car 4 symbolisent la femme, ce qui explique le nombre 7 des vestibules. Dans chacun des 6 premiers vestibules, il y avait 7 donjons composés de gardes armés et de femmes qui servaient à boire. Le visiteur était interrogé à chaque compartiment. Le 7e vestibule était réservé au roi et à son entourage. Dans le 7e vestibule, Biton s'asseyait sur une hauteur. Son griot Sangoï Koïta, ses gardes rapprochés et son géomacien étaient toujours à ses côtés. Ses représentants dans les différentes localités du royaume, qui faisaient office de gouverneur, se mettaient en face de lui au pied des murs du vestibule. Le roi s'asseyait sur une peau de vache blanche. Cette peau est remplacée par celle de vache rouge, le jour où il y a un problème. Quant aux reliques de Biton Koulibaly, le tombeau se trouve à Sekoro. Les autres souvenirs sont gardés dans les villages environnants. Pour cause, le village de Sekoro attend depuis quelques années la construction d'un musée pour exposer ses objets de grande valeur historique et culturelle.
Il a été convenu de garder les objets de Biton dans un musée qui doit être construit à la place de la cour contiguë au site. Le propriétaire de cette cour a accepté de déménager avec sa famille et les autorités ont payé un terrain de 40 mètres sur 40 pour cela. En effet, la restauration de ces vestibules n'est qu'une première étape d'un projet porteur dans la commune de Sebgou. La réalisation de ces projets permettra à coup sûr de faire du village de Sekoro une des prochaines destinations touristiques. Le premier volet du projet est presque fini, qui est la restauration de cette vestibule. Maintenant, nous attelons, si on a la chance d'avoir des partenaires qui sont intéressés, à faire animer cette vestibule, ensuite à construire un musée pour la conservation des reliques de tout le bassin. Le troisième volet du projet, on veut quand même aussi booster l'artisanat. Parce que c'est des villages dans lesquels on a des artisans de talent, mais ils n'ont pas où s'exprimer. Sekoro est une localité qui est aussi le symbole de la tolérance religieuse. En témoigne la présence de la mosquée que Biton a construite pour sa mère musulmane. C'est souvent qui a conquis Baraouli. De là, il a épousé une femme du nom de Sounou Sako. Il est venu avec Sounou Sako à Ségou, qui a donné naissance à Biton. Quand Biton est devenu chef de guerre, il a construit une mosquée pour honorer sa mère. Au-delà de Sekoro, la 4e région regorge d'importants sites historiques qui méritent d'être mis en valeur. Le village de Dioforongo, où on a les reliques de Bakaridja qui sont conservées dans sa famille. Et on prend le village d'Mpeba, on a les armes de guerre de Da qui sont conservées dans la famille Mariko. On prend Banankoro, on a le tombeau de Da. Ces patrimoines nationaux ne sont certainement pas conservés dans les règles de l'art. Cela risque de les exposer à la détérioration et au trafic illicite des biens culturels. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous d'infos, ce serait le soir et bonne suite des programmes de l'ORTM.